bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Champ des Possibles, présentée par les étudiants de Sciences Po Rennes et de l'ESRA Bretagne. Au programme aujourd'hui, comment les agriculteurs ici en Bretagne s'adaptent-ils aux transitions sociétales et environnementales qui redéfinissent leur métier? Initiatives locales, défis quotidiens, mais aussi solutions innovantes pour répondre aux attentes des consommateurs, le tout en respectant la planète. Les défis sont nombreux pour ceux qui alimentent quotidiennement nos assiettes. Ce matin, nous retrouvons Line Baudrier pour sa chronique hebdomadaire, mais avant ça, on vous emmène à la ferme du Gros Chêne à Béton. Chez Emilien et Philippe, le circuit court, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ici, les deux fromagers font du circuit très court. Ils élèvent depuis 2019 leurs 75 vaches sur place, produisent le lait sur place et le vendent sur place. À l'approche des fêtes de fin d'année, les clients défilent à la ferme du Gros Chêne. Lait, yaourt, fromage, gouelle, tout est produit sur place. Voilà. Une production en circuit court, en agriculture biologique, et avec des vaches plutôt atypiques. Ici, donc, on élève un troupeau 100% à race bretonne pinoire. Donc, c'est une vache qui fait moins de lait, mais elle fait un lait qui est plus riche en matière grasse, en matière protéique. On a de la matière grasse qui est riche en carotène, donc on va avoir des produits bien jaunes, assez onctueux, et ça se voit tout de suite dans les fromages ou dans la crèmerie. Une fois le lait récolté, il est directement transformé à la ferme, à quelques mètres seulement de l'étable. Un circuit très court qui apporte son lot d'avantages. Nous, l'intérêt du coup de transformer tout le lait que les vaches produisent sur la ferme, l'intérêt c'est vraiment de garder toute la valeur ajoutée sur le territoire. Ça veut dire que 1 euro qui est transformé ici, c'est vraiment 1 euro qui reste sur la ferme, sur la commune de Béton et le territoire de Rennes. Avec environ 80 clients fidèles par semaine, la ferme attire toujours de nouveaux clients. Alors pour ma part, c'est la première fois que je viens ici. Donc j'ai une découverte totale pour moi aujourd'hui. Donc j'ai pris un peu de tout pour goûter. Mais sans doute, c'est sûr qu'on va aimer. C'est des produits de chez nous. Donc On aime bien manger local parce que nous, on est déjà... moi, je suis de la campagne. Et en plus, ils sont très sympas ici. Et c'est bon. Et pour garder le circuit très court, il n'y a plus qu'à déguster. On reste chez les vaches avec la chronique véridique de Line Baudrier. Bonjour Line. Bonjour. Vous allez nous parler donc des solutions qui existent pour réduire la production de méthane chez les bovins. Oui, tout à fait. Comment faire en sorte que les vaches rotent et pètent plus vert? Les scientifiques cherchent la solution pour limiter l'émission de méthane dans l'atmosphère. Alors le méthane, c'est le gaz à effet de serre le plus polluant. Il réchauffe 28 fois plus l'atmosphère que le CO2. Alors attention à ne pas confondre le méthane du pétrole et du charbon avec le méthane dit entérique qui provient directement du système digestif de nos amis les vaches. Alors c'est ce méthane-là qui nous intéresse aujourd'hui et il représente en moyenne 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est assez étonnant quand même de se dire que les animaux rejettent du gaz, non? Oui, tout à fait, et ça s'explique par la rumination. En fait, l'animal broute l'herbe du champ et ensuite tout se passe dans la digestion. C'est-à-dire que quand l'animal va digérer ces molécules végétales, ça va libérer du méthane et ensuite ce sont les flatulences de l'animal qui vont libérer ce gaz dans l'air. C'est un sujet qui intéresse aussi les scientifiques puisqu'ils trouvent des solutions pour limiter ces reflux nocifs pour l'environnement. Oui, exactement. En fait, des chercheurs conseillent un nouveau régime alimentaire à base de maïs, de l'huile essentielle ou encore d'extrait d'algues rouges qu'ils vont intégrer dans les granules que l'on donne à manger aux vaches. Mais la deuxième solution, c'est la génétique. En fait, chaque vache a des gènes qui lui sont propres et ce patrimoine peut suffire pour expliquer pourquoi certaines vaches libèrent plus de méthane que d'autres. L'idée ensuite, c'est donc d'identifier l'animal qui pollue le moins pour qu'on puisse prévenir les éleveurs, qu'ils puissent sélectionner en fait les vaches qu'ils souhaitent. Comme ça, ils peuvent organiser la reproduction pour avoir des troupeaux plus écolos. Alors c'est innovant tout ça, mais la génétique, ça reste quand même très technique. Est-ce qu'on peut vraiment réduire l'émission de méthane juste comme ça? Alors on ne va pas se voiler la face, ça va prendre du temps. Mais si on utilise cette technique de la génétique, les scientifiques tablent sur 10 ans avant d'observer une réduction de l'émission de 10% de ce gaz. Donc en attendant, on peut faire confiance aux éleveurs pour toujours surveiller le régime alimentaire de leurs vaches. Merci beaucoup Line. En parlant de surveiller son régime, vous connaissiez les barres chocolatées, les baguettes de pain ou encore les pizzas. Ce sont désormais les légumes que vous pouvez acheter en distributeur. Un concept qui s'implante directement en centre-ville de Rennes, un moyen pour les citadins d'avoir accès aux produits fermiers du coin. Nous sommes allés à leur rencontre. À 2 pas de la place République, Simon Legendre, jeune agriculteur, réapprovisionne les casiers automatisés du distributeur.
Fromage, œufs, légumes ou même jus de pomme, ici on trouve de tout. Un concept qui permet aux Rennais d'acheter local et aux fermiers de vendre en centre-ville. On essaye d'être au plus frais possible, que ce soit du champ jusqu'au magasin de producteurs et tout ça sans intermédiaire. Les légumes, que ce soit les choux-fleurs, les brocolis, etc., ils étaient encore dans les champs il y a 2 jours. Dans l'étroite boutique, tout est automatisé. Plus besoin de vider son panier et de passer en caisse, ici le consommateur se débrouille seul. Un moyen de faire ses courses qui fait gagner du temps, même si tout le monde n'est pas encore convaincu. La peur que peut avoir un client, c'est de dire « Ah, c'est dommage, il n'y a personne dans le magasin ». Nous, ce qu'on dit, c'est du fait qu'on soit agriculteur, on ne peut pas et à la fois être au champ et être au magasin. Pour les 15 producteurs qui vendent ici leurs produits, plus besoin de s'embêter avec la logistique. De la ferme au casier, Simon se charge de tout. Lui-même est le premier à en bénéficier, puisque ses œufs, ce sont les siens. Et ceux de son père, éleveur de poules à Domanier, Denis et Simon sont les pionniers de ce commerce particulier. Allez les filles. Il y a 7 ans, ils installent les premiers distributeurs sur leurs exploitations et fort de leur succès, père et fils exportent le concept dans le centre-ville rennais. Toute la ponte du jour trouve sa place dans les casiers. Eh bien, chaque poulailler, nous récoltons entre 160 et 190 œufs quotidiennement. Entre 2 collectes, Denis aime passer une tête au distributeur pour discuter avec les habitués. Certains apprécient notre visite parce qu'ils disent « Ah, on voit le producteur, on voit un individu ». Pour d'autres, nous ne sommes pas l'élément indispensable, c'est le service qui prime. Ce commerce 2.0 redéfinit la relation entre consommateurs et producteurs. Mais visiblement, tout le monde y gagne. Si le circuit court peut être avantageux pour l'environnement, il peut cependant représenter des contraintes pour les agriculteurs. Je suis bien entourée pour en parler puisque Aude Ridier, chercheuse en économie à l'Institut Agro-Rennes, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Aude. Bonjour. Ainsi que notre journaliste Robin Peter. Bonjour Robin. Bonjour Zara, merci. Alors Aude Ridier, comme on vient de le dire, vous merci d'être avec nous. Vous vous intéressez aux changements qui s'opèrent dans l'économie agricole et en particulier aux revenus des agriculteurs. Alors on parlait du circuit court juste avant, c'est loin d'être un modèle dominant en France. Justement, tout d'abord, quels agriculteurs aujourd'hui font du circuit court en France ? Alors c'est loin d'être un modèle dominant, c'est sûr. Mais on sait quand même qu'il y a un agriculteur sur 5 en France qui commercialise au moins une partie de sa production en circuit court. Ce qui est quand même pas rien. Il y en a plus dans certaines orientations de production. Ça monte à 80% dans les gens qui commercialisent du miel, par exemple. Et il y en a encore plus en agriculture biologique. Donc effectivement, c'est concentré sur certaines productions, la viticulture, le vin notamment, et beaucoup moins présent dans d'autres orientations de production, comme les grandes cultures, par exemple, ou même la production bovine laitière. Donc c'est le fait de certains agriculteurs et aussi c'est le fait aussi de certaines zones en France qui sont plus propices au développement des circuits courts. Donc notamment pour des raisons d'accessibilité des consommateurs, là où c'est plus facile de se rendre à la ferme, dans les zones densément peuplées, autour des villes, c'est là qu'on va plus trouver du circuit court. On va les trouver aussi dans les zones où il y a les productions que je vous ai mentionnées. Les zones viticoles, notamment tout le Val-de-Loire, on va trouver du circuit court. On va en trouver aussi dans les zones littorales. Donc c'est assez localisé quand même. Très bien, vous dites au niveau des types de cultures, c'est plutôt sur des petites cultures, mais depuis 50 ans, on observe quand même qu'il y a une tendance à l'agrandissement des exploitations. Aussi, ces exploitations se spécialisent sur un type de culture en particulier, notamment les céréales par exemple. Est-ce que la tendance peut s'inverser aujourd'hui ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'augmentation de la taille des exploitations agricoles. Aujourd'hui, on est à peu près 70 hectares en moyenne en France. La moyenne ne voulant rien dire, parce qu'il y a une forte hétérogénéité des structures. Il y a à la fois tout un tas de petites exploitations, de micro-exploitations qui existent et qui se maintiennent en fait sur le territoire, qui produisent pas forcément beaucoup, mais qui sont présentes. Et de l'autre côté du spectre, il y a aussi des grandes exploitations. On parle aussi même d'agriculture de firme qui se développe, avec c'est 5% des exploitations qui font plus de 200 hectares et qui occupent un quart de la surface agricole. Donc on a en fait des diversités d'exploitations et aussi une spécialisation, oui vous avez raison, et du circuit court qui se développe effectivement plutôt dans certaines orientations de production et sur des petites exploitations.
Donc oui, il y a cette tendance, ça c'est une réalité, absolument. Très bien. Alors du coup, on ne peut pas généraliser le circuit court, c'est ça que vous dites? Alors on ne peut pas le généraliser pour les raisons que je vous ai dit. Il y a des obstacles au niveau des consommateurs, parce qu'il faut se déplacer. Et puis il y a des obstacles au niveau des agriculteurs aussi, des producteurs. Là, c'est dit dans votre reportage, mais il y a des problématiques d'organisation du travail, de disponibilité pour mener d'autres activités que produire. Commercialiser, c'est un métier. C'est de la main-d'œuvre, c'est du temps. On sait aussi que comme les exploitations deviennent plus grandes et qu'elles produisent, la production est toujours la même globalement sur le territoire, eh bien, un agriculteur a une charge de travail de plus en plus importante en moyenne. Donc commercialiser, c'est du temps en plus et des compétences en plus différentes. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est limité aussi. Absolument. D'accord. Très bien. On vous retrouve juste après, Zara. Oui, tout de suite, cap vers Fougères, où des agriculteurs bretons se sont donné rendez-vous pour apprendre à préserver le bois de bocage qui délimite leurs champs. L'objectif, se former à la gestion durable des haies, véritable atout écologique et économique pour les exploitants. Si on ne sait pas faire, on cède. Et il y a des guides pour ça. Bonnet sur la tête et bottes aux pieds, une quinzaine d'agriculteurs apprennent à entretenir les haies sur leurs exploitations. Pas toujours facile de tailler un tronc. Ils sont donc pendus aux lèvres de Pierre Guéné, leur formateur pour la journée. Vous mettez votre main juste ici. À la limite, vous mettez là et vous êtes parallèle. Savoir reproduire les bons gestes peut s'avérer très utile pour les agriculteurs, souvent conscients de l'importance des arbres sur leurs parcelles. Le bocage permet en fait d'éviter trop d'érosion sur les terrains. D'autre part, au niveau de la biodiversité, c'est capital. La formation dispensée par Pierre permet à la fois de répondre à ces enjeux et d'essayer de redynamiser un territoire qui a souffert du remembrement. On a un paysage de bocage, on est une région à l'origine d'élevage, et donc du coup ça fait partie de notre paysage. Les différents remembrements ont quand même beaucoup cassé tout ça. Et aujourd'hui, avec notamment des aides des collectivités, il y a un engouement pour replanter des haies. Replanter ou entretenir. C'est d'ailleurs la communauté de communes de Fougères qui a organisé cet atelier. En observant Pierre manier la tronçonneuse, les exploitants, redevenus élèves le temps d'une journée, ont tout retenu. J'ai appris surtout les délais d'intervention sur mes haies, différentes techniques, différents stades, et ça me permet de mieux valoriser mes haies et de les faire produire encore plus que ce que je fais actuellement. Parce que oui, il est là le sujet. Les agriculteurs doivent y trouver leur compte. Quentin a déjà de bons réflexes. Alors on a une chaudière à bois déchiqueté sur la ferme, où on valorise à peu près 350 m3 de bois déchiqueté. Donc ça chauffe une maison d'habitation, le labo de transformation et toute la ferme de mon site principal. Et il y a une autre partie où c'est en paillage sous les animaux. Après 2 heures de formation, tous ont les cartes en main pour optimiser leur bocage. Même si pour certains, il faudra racheter le matériel adéquat. Les agriculteurs investissent presque tout leur temps dans leur travail, c'est en tout cas ce que démontrait l'INSEE en 2019. On comptait en moyenne 55 heures de travail pour les agriculteurs, contre 37 heures par semaine en moyenne pour les autres. Les contraintes ont de quoi décourager, mais fort heureusement, des irréductibles bretons continuent de se former ou de se reconvertir chaque année pour intégrer le secteur. Nous sommes allés sur le campus de Zeeland à Rennes, une école disposant d'une formation agricole où des adultes en reconversion se préparent à relever les défis de demain. Agriculture biologique, gestion durable des sols, réduction des pesticides, sont-ils suffisamment armés pour affronter les transformations écologiques ? Nous les avons suivis dans la serre pédagogique pour découvrir comment l'enseignement s'adapte aux enjeux actuels. Dans la serre, comme chaque jeudi, ces étudiants se forment à l'horticulture. Rempoter les fleurs, trier les graines, tailler les plantes. En petits groupes, ces adultes en reconversion professionnelle se partagent les tâches. Mathieu, ancien informaticien, n'a pas hérité de la plus palpitante. Je récupère les graines des plantes qu'on a cultivées. Donc, je suis en train d'effectuer une tâche un peu fastidieuse, mais qui est essentielle, puisqu'après on va ressemer ces graines-là et ça va être la production pour l'année suivante. Mathieu a troqué son emploi de bureau pour apprendre les rouages du maraîchage. Son souhait, se rendre plus utile, et avec cette formation, il compte bien œuvrer pour une agriculture durable. Ce qui me plaît là-dedans, c'est justement de se reconnecter à la nature, de reprendre en fait des cycles qui sont sains et
et quelque chose qui a un peu plus de sens pour moi dans ma vie, quoi. Sur l'ensemble du campus, on veut former les agriculteurs de demain à une approche plus verte. Benoît Ripaud chapeaute ses travaux pratiques depuis plus d'1 an. Lui, qui a longtemps cultivé des herbes aromatiques, espère enseigner à ses élèves des techniques plus respectueuses de la nature. On a une démarche de sensibilisation sur les enjeux environnementaux, évidemment. Ouais, donc déjà, on n'utilise pas de produits de pesticides, insecticides sur les cultures. Benoît en est convaincu. Il existe de nombreuses alternatives à condition de traiter le problème à temps. Son credo, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, l'idée c'est déjà de faire en sorte que les plantes soient dans des bonnes conditions pour pas qu'elles soient attaquées, entre guillemets, soit par des champignons ou par des parasites de type insectes. On sensibilise les élèves à ça, à réfléchir pourquoi il y a des attaques et toujours favoriser le fait que la plante soit des bonnes conditions pour se développer. Une philosophie qui correspond particulièrement à Alicia, ancienne logisticienne, qui veut se tourner vers l'horticulture bio. Mon projet plus tard, c'est de monter une exploitation florale parce que j'ai envie de m'engager dans le circuit court de fleurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui 80% des fleurs sont importées. Et donc moi, c'était dans ce système-là que je voulais m'inscrire. Et donc évidemment, je voudrais être sur du bio parce que je voudrais que ce soit durable. Tu t'occupes de la roquette ? Ouais, je peux. Ouais. Avec cette formation, The Land espère enseigner aux étudiants une nouvelle manière de cultiver la terre. L'utilisation des pesticides fait débat, pas toujours évident de concilier agriculture biologique et productivité. Cultiver sans, c'est parfois contraignant, mais cultiver avec, sur le long terme, c'est parfois pire. Nous sommes avec Audrey Dier, qu'on retrouve pour en parler, ainsi que notre journaliste Robin Peter. Alors comme tu le disais Zara, réduire l'utilisation des pesticides, tout le monde s'y accorde, même les agriculteurs. Selon un sondage du think tank Shift Project, 90% des agriculteurs veulent en utiliser moins d'engrais chimiques, mais ils sont autant à dire qu'ils n'en ont pas les moyens. Audrey Dier, déjà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la réduction de l'usage des herbicides et des engrais chimiques dans le monde de l'agriculture ? Alors, il y a eu des fortes impulsions politiques au niveau français et au niveau européen. Depuis le Grenelle dans l'environnement en France, il y a eu un grand plan de réduction des pesticides qui a été lancé en 2008, le plan Ecophyto. Donc aujourd'hui, on en est au 3e plan Ecophyto 2030, donc il y a eu plusieurs vagues. Et au niveau européen, sous l'impulsion de la précédente Commission européenne d'Ursula von der Leyen et Hans Timmermans, qui était alors commissaire à l'environnement, il y a eu aussi un Green Deal en fait, qui a été impulsé au niveau européen. Et ces deux plans, en fait, le Green Deal visait une réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030. Et le plan Ecophyto visait aussi une réduction à partir de 2008, d'ici 2019, de 50% des réductions de phyto. Donc ces niveaux qui étaient espérés, ils n'ont pas été atteints aujourd'hui, ça c'est clair. Et justement, vous dites qu'il y a une vraie volonté politique, mais finalement, derrière, les agriculteurs disent qu'ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'il se passe entre la politique et la mise en pratique ? Alors il y a eu une volonté politique, ça c'est sûr. Il n'y a pas forcément eu des mesures autres que des mesures volontaires, c'est-à-dire les gens s'engagent à se former, les gens prennent de l'information, font des essais, donc ça c'est tout ce qu'il y a eu au niveau français en fait depuis 2008, c'est beaucoup de la production de connaissances et des essais. Au niveau de l'orientation, par exemple des aides de la politique agricole commune, il n'y a pas vraiment réellement de contraintes aujourd'hui à mettre moins de pesticides ou à utiliser moins d'engrais chimiques de synthèse pour toucher les aides de la PAC. Donc il y a peu de contraintes. Bon, on parle beaucoup de contraintes en agriculture, c'est vrai qu'il y en a, c'est une réalité, il y a beaucoup d'administratifs, mais il n'y a pas de réelles mesures contraignantes en fait sur les pratiques. Et si demain justement on impose aux agriculteurs de passer en agriculture biologique, est-ce qu'ils ont les moyens techniques de s'y mettre ? Alors aujourd'hui, l'agriculture biologique, c'est 10% de la surface agricole française qui est en agriculture biologique, plus dans certaines orientations que d'autres.
c'est en train de stagner depuis quelques années. Je sais pas, vous le savez tous, avec la crise économique, le pouvoir d'achat des ménages a diminué, donc la consommation de produits en agriculture biologique est en train de stagner. Donc cette crise de la demande est en train de toucher de plein fouet pas mal de producteurs en agriculture biologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a non seulement moins de conversions en agriculture biologique, mais il y a des déconversions, c'est-à-dire des gens qui décident de revenir à de l'agriculture conventionnelle. Donc la dynamique, actuellement, depuis 2 ans, 3 ans, elle n'est pas du tout favorable, bon, même si ça s'améliore là cette année. Donc l'agriculture biologique, c'est compliqué. Oui, produire sans pesticides, c'est compliqué. 90% des agriculteurs sont prêts à le faire. C'est des intentions et c'est normal puisque c'est les premiers, les agriculteurs, qui sont exposés aux produits phytosanitaires. Donc ils sont évidemment soucieux de leur santé. Mais effectivement, la difficulté, c'est le coût que ça représente pour eux. Parce que baisser les pesticides, c'est prendre des risques de perte de rendement. C'est mettre en place des nouvelles pratiques qui vont demander plus de travail, plus de diversification aussi des assolements, avec des débouchés qui ne sont pas forcément certains pour les cultures de diversification. Donc il y a pas mal de blocages en fait, réels sur les pratiques. On a des techniques pour se passer des pesticides. Ces techniques, elles existent, elles sont renseignées, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Si elles ne sont pas mises en œuvre, c'est qu'il y a des vraies difficultés financières, et pas que financières, chez les agriculteurs. Merci beaucoup Audrey Dié. Tout de suite, zoom sur des cultures qui se développent en Bretagne, souvent en réponse au dérèglement climatique ou à l'évolution des modes de consommation. Vignes, chanvre, houblon, ces plantes sont-elles le futur de l'agriculture bretonne? C'est la chronico de Nicolas Thomas. C'est bientôt les fêtes de Noël. Mais avant de se mettre minable devant tous ses proches, il va falloir répondre à la question essentielle. Une défonce 100% BZH est-elle possible? Bah oui, en Bretagne, on déconne pas avec ça. Selon Santé publique France, on est les plus gros consommateurs hebdomadaires de bière et de vin. Pour le cannabis, on est 2e. Mais pour une défonce 100% bretonne, il faut des matières premières 100% bretonnes. Et ça tombe bien, parce que chanvre, vigne et houblon fleurissent dans nos champs depuis quelques années. Le chanvre, c'est super. Une plante écolo et hyper utile pour la construction, l'alimentation et l'industrie pharmaceutique. Pendant plusieurs siècles, ce matériau de choix pour les voiles et les cordages a fait le succès économique de la région. Mais il disparaît au cours du XXe siècle, parce qu'on en avait marre que les gens le fument au lieu de construire des trucs avec. Maintenant, le chanvre est de retour en Bretagne. Sa culture a été multipliée par 4 en 20 ans. Par contre, ce ne sera pas pour se rouler des joints, mais plutôt pour mettre des graines dans votre salade ou vous fabriquer un mur. La France est super sévère, alors on ne peut cultiver que les plantes à moins de 0,2% de THC, la molécule qui rend stone. Parlons maintenant d'une drogue légale. La France, c'est le vin, mais la Bretagne, c'est la pluie. La vigne n'aimant pas l'eau, on n'a jamais été très fort dans ce domaine. Le max qu'on ait proposé, c'était une piquette surnommée « le vin qui rend fou », rapport à son degré alcoolique redoutable. Alors, le roi de France nous a dit de se focus sur les céréales. Depuis peu, on voit pourtant une renaissance du vin breton avec 50 exploitations professionnelles, surtout dans le Morbihan et la vallée de la Rance. Et ça, c'est grâce à 2 choses. Déjà, depuis 2016, l'Europe a permis une extension du vignoble français. Et puis il y a le réchauffement climatique. Ça, c'est triste. Sauf pour nos vignerons bretons. A l'inverse, un domaine où l'on est bon depuis des siècles, c'est la bière. Selon Santé publique France, les Bretons sont de vrais tonneaux. Pourtant, au début des années 80, plus aucune brasserie. Miracle, Coref arrive en 1985 et relance le business. Aujourd'hui, on en compte environ 200 dans la région. Pour donner de la saveur à cette boisson, il faut du houblon. Sauf qu'en France, on n'en produit quasiment pas. On est des assistés de la binouse. 80% du houblon est importé de chez nos voisins allemands, les premiers producteurs d'Europe. Logique, c'est parmi les plus grosses poches à bière du globe. Mais maintenant que la Bretagne produit sa bière, une petite dizaine de pionniers ont lancé leur houblonnière, et notre petite plante grimpante s'y acclimate bien. D'ici à Noël, développer une défonce 100% made in BZH, ça risque de faire un peu short. Mais vu le développement de ces filières, peut-être qu'on inondera le marché d'ici quelques années. N'oubliez pas que l'alcool et la fumette, c'est très mauvais pour votre santé, donc il faudra y aller avec modération.
consommer avec modération, mais surtout à consommer localement, visiblement pendant les fêtes. C'était la Chronico de Nicolas Thomas. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à notre invitée, Audrey Dier, donc je le rappelle, chercheuse en économie à l'Institut Agro-Rennes-Angers. Merci également à nos journalistes ainsi qu'à notre équipe technique. C'était Le Champ des Possibles, une émission présentée par les étudiants de Sciences Po Rennes et de l'ESRA Bretagne. C'était Zara Windy et à la semaine prochaine.